Bonjour à tous. Je vais vous présenter une communication qui sera assez globale sur Grandlieu. Je vais partir des oiseaux, mais je vais réaborder ces problèmes de fonctionnement lacustre. Voilà. Donc sur cette photo qui couvre qu'une partie du lac, on voit néanmoins les quatre milieux principaux. Donc tout au fond du lac, on a l'eau libre de végétation flottante. Ensuite, on distingue en second plan vers nous, vers l'avion, à peu près. Donc l'eau libre fait à peu près 1000 hectares. On a 1500 hectares de macrophytes flottants, essentiellement des nénuphars. Et puis au premier plan, on a une mosaïque de 1500 hectares à peu près de roselières, donc à base de phragmites, et de forêts plus ou moins flottantes selon les zones, d'aulnes et de saules. Et ensuite, vous voyez une digue ici à côté du titre, où en fait, qui représente la chaussée de Bois. C'est une digue qui a été construite, on verra, au XIXe siècle, et qui a coupé la queue du lac. Et donc on a des zones agricoles, des prairies inondables qui dépendent évidemment beaucoup du niveau d'eau. Même chose au sud du lac, et on voit ici, juste au-dessus du L de Grandlieu, l'écluse qui a été établie en 1960 et qui permet de contrôler de manière très précise, au centimètre près, la hauteur du lac. J'avance comment là ça... Ah, décidément, sabotage. Voilà, alors Grandlieu est connu pour effectivement sa valeur ornithologique. C'est avec la Camargue le premier site, le site le plus important pour les grands oiseaux, notamment coloniaux. Ça a longtemps été la plus grosse colonie mondiale pour le héron cendré. Ça n'est plus le cas parce qu'il a fortement baissé. Ce site a été le premier site de reproduction pour, notamment en France, pour la spatule blanche, la grande aigrette et le grand cormoran continental. C'est la plus grosse ou la deuxième plus grande colonie de guifettes moustaques, et c'est le 5e site français pour l'hivernage des canards. Et on a à peu près 270 espèces d'oiseaux qui ont été vues sur le lac. Alors ça n'a pas toujours été le cas. On voit ici la chronologie d'apparition de ces grands oiseaux coloniaux. Au début du XXe siècle, il n'y avait qu'une espèce, c'était le héron pourpré. Ensuite, dans les années 30, pendant la Première Guerre mondiale, est apparu le héron cendré en jaune. Ensuite, l'aigrette garzette dans les années 30, le héron biérot, puis beaucoup plus tard, et d'une manière assez aléatoire au départ, la spatule blanche, le grand cormoran à partir de 1981 et puis d'une manière régulière depuis 1987, puis d'autres espèces comme l'ibis sacré, la grande aigrette en 1994, et la dernière en date c'est l'ibis falcinelle, lui aussi de manière irrégulière depuis 2011. Alors plus une colonie ou un site accueille d'espèces, et plus le contexte social de la colonie est attractif pour l'arrivée justement de nouvelles espèces. Et on a un peu cet effet exponentiel. Alors il y a quand même des accidents. Il y a certaines espèces qui momentanément ont disparu. Ça a été le cas notamment avec l'effet vague de froid très important de 1984-1985. Alors les principaux facteurs, en fait, le principal facteur pour une telle biodiversité, c'est, on le voit ici, de vue aérienne, on voit assez mal, c'est les forêts en grande partie inaccessibles à l'homme. Elles sont donc inondées plus ou moins en permanence, et c'est probablement, avec le statut évidemment de propriété privée au départ, puis de réserve naturelle depuis 1980, un site qui est fermé au public, donc
probablement le site le plus tranquille en France pour l'installation de ces grands oiseaux coloniaux. En deuxième facteur, c'est le fait que cet avifaune ne vit pas que sur les 6000 hectares de Grandlieu, mais dépend en très grande partie de deux grands marais qui sont situés à 20 km du lac. Le premier, c'est ceux de la baie de Bourgneuf, qui couvrent 25 000 hectares et qui longent donc l'océan Atlantique. Et le second grand marais, c'est effectivement l'estuaire de la Loire, 18 000 hectares. Et donc une grande partie des oiseaux coloniaux, mais aussi les canards, vont s'alimenter sur ces zones. Ils reviennent à Grandlieu pour nicher ou pour se reposer, notamment pour les canards. Le troisième facteur depuis 2007, c'est un changement effectivement dans les chaînes trophiques avec l'apparition, l'invasion du lac par l'écrevisse de Louisiane qui est assez terrible pour le milieu, mais qui paradoxalement a une utilité pour ces grands oiseaux comme source aujourd'hui souvent majoritaire d'alimentation. Alors les effectifs de ces oiseaux, vous le voyez peut-être assez mal selon les espèces. Donc au départ, effectivement, en 1981, c'était le héron cendré qui tenait la vedette, avec dans les années 70 d'ailleurs jusqu'à 1300 couples. Et aujourd'hui, cette espèce a vu ses effectifs fortement décroître pour se situer autour de 300-400 couples selon les années, parfois même 200. D'autres espèces, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, sont apparues et sont rentrées aussi, du point de vue élémentaire, en compétition, probablement avec le héron cendré. Et on a atteint en 2007, si on cumule toutes ces espèces, 4000 couples sur le lac de Grandlieu, avec une part importante jouée par le catalegrède, donc le héron garde-bœuf, qui n'est pas franchement une espèce aquatique, et le grand cormoran à partir des années 1980-90. Alors, même chose pour les canards, on voit cette forte augmentation des canards hivernants sur Grandlieu après 1997. Alors, les causes, on peut penser que la réserve de Grandlieu a été chassée jusqu'en 1995. Elle ne l'est plus aujourd'hui, donc ça joue effectivement le facteur de dérangement humain a joué un grand rôle dans cette évolution, mais aussi le fait que sur cette réserve, il y avait des lâchers très importants de canards colverts qui obéraient un peu la communauté de canards, et donc avec un agrénage massif qui forçait un peu la communauté sur cette espèce chassable. Alors ce côté de la médaille très positif pour les oiseaux et l'image de marque de Grandlieu, malheureusement, a un revers. On l'a suspecté avec la communication précédente, c'est la qualité de l'eau et notamment l'hypereutrophisation, alors que c'était un lac oligotrophe jusque dans les années 70. Et ce, malgré évidemment toutes les protections de niveau national ou international qui concernent Grandlieu, la réserve, Ramsar, etc. Directive européenne dont on a parlé précédemment. Alors ce qu'il faut bien, on l'a vu aussi, c'est la grosse différence qu'il y a entre en été et en hiver. En été, le lac fait 4000 hectares, en incluant les roselières et les forêts flottantes. En hiver, tout est noyé, avec une augmentation de 1,50 m du niveau d'eau en moyenne, et le lac atteint 6300 hectares, n'émerge plus que les forêts flottantes. Alors le lac ne fait plus que 70 cm à 1,20 m en été, ce qui est évidemment très peu, alors qu'il faisait à l'origine probablement plus de 30 mètres. Alors je ne reviens pas sur la situation de Grandlieu dans son bassin versant et sur les deux contraintes en fait majeures au niveau hydraulique. Vous voyez en bas le flux annuel en millions de mètres cubes qui arrive à Grandlieu par les bassins versants. Vous voyez que c'est extrêmement fluctuant selon les années et donc selon la pluviosité. Et le facteur critique, c'est effectivement l'absence de flux
en été qui ne compense pas l'évapotranspiration qui représente une baisse de à peu près 25 à 30 cm, voire plus, du niveau d'eau à cette période. Et on est incapable effectivement de retrouver de l'eau pour compenser cette perte de niveau. Alors l'artificialisation de l'hydraulique a commencé il y a longtemps. Au XVIIIe siècle, ça a été la construction d'une écluse sur l'estuaire de la Loire qui a empêché la remontée de l'onde de marée jusque dans le lac. Ensuite, on a modifié effectivement les sorties. On a une poldérisation entre guillemets parce qu'il n'y a pas eu un assèchement véritable, mais une conquête agricole des tourbières du sud et du nord du lac, donc avec une création d'un maillage de douves pour évacuer l'eau le plus vite possible. On a fait sauter des seuils rocheux qui servaient de guet et qui effectivement garantissaient un niveau d'eau optimal sur Grandlieu. Donc ça, c'était en sortie sur la Chenot. Et on a créé une douve de ceinture, vous voyez tout en bas, qui permet de rejoindre pratiquement la Boulogne jusqu'à la sortie du lac dans la Chenot pour drainer en fait le plus vite possible ces prairies. Alors au XIXe siècle, on a construit, ce que je montrais tout à l'heure, la chaussée de Boye qui a coupé la queue du lac et qui a provoqué un envasement assez considérable de toute cette partie nord du lac. On a creusé le canal de l'Étier pour évacuer l'eau le plus vite. Et puis au XXe siècle, on a de nouveau rabaissé les seuils rocheux sur la Chenot. Et on a, pour éviter que le lac se vide complètement, on a créé une écluse pour pouvoir contrôler effectivement le niveau d'eau et garder de l'eau, paradoxalement, dans le lac, alors qu'en faisant sauter les seuils rocheux, il aurait pu se vider pratiquement en totalité. Et puis, dans les années 60, le creusement du canal de l'Étier, canal du Large, qui permet de rejoindre directement la sortie du lac au centre du lac, à travers les roselières. Alors, on l'a vu dans la communication précédente, au XXe siècle, il y a eu une augmentation assez drastique de la vitesse du flux hydraulique du bassin versant, passé de 3 jours en moyenne à 3 heures. Avec effectivement le remembrement, le drainage des terres et l'urbanisation. Et globalement, tous ces outils ont permis de passer d'un système extrêmement variable d'une année sur l'autre des niveaux d'eau. Chaque année avait un niveau d'eau très différent. Parfois, il ne découvrait pas, ou simplement en automne. D'autres années, il était sec très tôt au printemps. Et les courbes de droite sur une décennie montrent qu'effectivement, dans les années 60-70, on était capable de régler ce niveau d'eau au centimètre près grâce justement à cette écluse. Alors, il y a 4 principaux facteurs qui contribuent à ce basculement du statut oligotrophe à partir des années 60-70 à l'hyper-eutrophisation que l'on connaît aujourd'hui, malgré les améliorations récentes des taux de nitrate de phosphate qu'on a vus sur le bassin versant. Mais malheureusement, ces bilans ne tiennent pas compte de la ceinture directe autour de Grandlieu, et notamment celle qui a été décrite où il y a une agriculture qui est en train de changer avec les tenues maraîchères. Alors c'est un niveau d'eau bas qui dit niveau bas dans un système lacustre, dit une inertie plus faible par rapport notamment à la température et aux réactions physico-chimiques de l'écosystème. On l'a vu aussi, si on se place sur les 40 ans et non pas sur les 4 ou 5 dernières années, si on se place sur 40 ans, il y a une augmentation considérable des intrants d'azote et de phosphore. On va le voir tout à l'heure. L'introduction, qu'il ne faut pas oublier, en 1976, du ragondin qui a bouleversé le fonctionnement de l'écosystème. Et puis ce basculement donc d'une situation d'équilibre que connaissent bien les hydrobiologistes, avec une eau donc oligotrophe, basée sur la présence des macrophytes immergés. Et le lac était couvert de macrophytes immergés jusque dans les années 80-90, à un système dominé par les cyanobactéries. Alors malheureusement, en ce qui concerne donc le niveau d'eau, il est impossible de différencier les niveaux d'eau selon les compartiments du lac, c'est-à-dire selon la partie agricole, notamment du sud,
et avec les besoins des agriculteurs d'avoir un niveau effectivement des prairies qui sont découvertes tôt au printemps, et puis le reste du lac, puisqu'il n'y a pas de digue, contrairement au système hollandais, où on peut gérer d'une manière différenciée les parties du lac. Alors heureusement, peut-être qu'il n'y a pas de digue au niveau naturel, mais c'est effectivement une des données du problème qu'il faut prendre en compte dans cette difficulté. Le niveau d'eau est global pour tous les usages, que ce soit naturel, de protection ou que ce soit agricole, avec cette nécessité donc de baisser l'ensemble du lac tôt au printemps. Alors le deuxième facteur qu'on prend sans doute pas assez en compte parce qu'on manque de mesures, c'est le fait que toutes ces prairies agricoles, à peu près 1500 hectares, qui ont été gagnées sur la tourbière de Grandlieu, c'est aujourd'hui une tourbière morte dont la production d'herbe est exportée en totalité, soit par le pâturage, soit pour le foin. Alors que la partie centrale du lac, et notamment toutes les zones de forêt flottante, continuent à sédimenter parce qu'elles produisent ou elles accumulent effectivement de la production du reste du lac. Donc le niveau monte, alors qu'on est obligé de contrôler, d'appliquer un niveau identique pour les deux parties. Alors ce niveau d'eau, effectivement, c'est pas anodin, puisque à Grandlieu, on a montré qu'il suffit de modifier de 20 cm la hauteur d'eau pour avoir une chute de productivité des nénuphars de moitié, 54%. Et dès que l'on remonte le niveau d'eau, alors peut-être moins, dès qu'on baisse le niveau d'eau, peut-être moins qu'avant les années 90, on retrouve effectivement une productivité qui est plus grande, qui est une forte relation R2 de 0,50 entre ce niveau d'eau et la productivité des macrophytes flottants. Alors si on se replace sur le bilan des entrées et de sorties d'azote et de phosphore dans le lac, ça s'arrête en 2007 parce que le système qui avait été mis en place, qui permettait de faire des mesures des différentes concentrations toutes les 2 heures, couplées au débit, avec des débitmètres qui étaient juste à l'entrée du lac, alors que le problème des stations, des débitmètres sur le bassin versant, sont des débitmètres qui sont effectivement basés sur les différences de niveau. Ils sont obligés de s'affranchir de la hauteur du niveau du lac, et donc on est obligé de remonter suffisamment loin dans le bassin versant pour échapper à cette contrainte. Et le problème, c'est qu'on oublie effectivement la partie du bassin versant qui est la plus proche du lac et qui n'est pas forcément la moins impactée au niveau humain. Alors on voit sur ces bilans annuels que ces bilans totaux, c'est pas des concentrations. Enfin, les concentrations sont figurées en petit, mais quand on couple ça au débit, on voit bien que ce qui rentre, le tonnage qui rentre, c'est-à-dire au-dessus de l'abscisse, et le tonnage qui sort, ce qui est en dessous de l'abscisse, on voit que c'est extrêmement variable d'une année sur l'autre. Alors globalement, selon l'endroit où on se place, on peut voir une amélioration effectivement sur les dernières années, donc jusqu'en 2007. Mais il y a aussi, ça fait fortement le yo-yo, et notamment pour ce qui concerne les matières en suspension, on le voit en bas, on peut passer d'une situation très faible, avec des faibles débits annuels, à des records d'une année sur l'autre. Alors globalement, on estime que, comme en Bretagne d'ailleurs, les concentrations en azote ont été probablement multipliées par 30 par rapport à la situation où le lac était oligotrophe dans les années 60. Et pour ce qui concerne le phosphore, on a peut-être probablement multiplié par 120. Alors pour donner une image, parce qu'on ne se rend pas compte de ces concentrations, ça équivaut à 300 gros camions de 38 tonnes d'engrais agricoles qu'on déverserait dans le lac. Évidemment, on trouverait ça assez ahurissant dans un lac que l'on veut protéger, mais c'est la situation de toutes les eaux en fait de Bretagne et des Pays de la Loire. Alors pour ce qui concerne le Ragondin, vous voyez en haut une photo par avion des macrophytes flottants, donc avant 1976, donc avant l'arrivée du Ragondin. Vous voyez que le lac était, tous ces herbiers, donc les 3/4 du lac, étaient en fait peuplés d'îlots de cyrpes lacustres et de typhas qui en fait cassaient les vagues, parce qu'ils restaient en hiver jusqu'au gelé, et qui évitaient la remise en suspension trop importante de la vase sous l'effet du vent. On voyait d'ailleurs que l'horizon était très vite bouché. En bateau, on était obligé de passer, contourner tous ces mosaïques de macrophytes émergés.
Et à partir de 1985, c'est-à-dire 10 ans après l'introduction du ragondin, tous ces grands zélophytes avaient disparu, à l'exception de quelques touffes relictuelles au milieu du lac, qui ne sont pas appétantes parce qu'elles sont sur du sable et ça ne doit pas plaire aux ragondins. Et donc on voit d'une rive à l'autre. Donc évidemment, les conditions de turbidité du haut vent et l'érosion n'ont plus rien à voir avec ce qu'elle était à l'époque. Autre vue aérienne de la situation, vous voyez ici toute la zone, le centre du lac d'Olib, puis toute la zone des herbiers flottants qui est peuplée de ces grands zélophytes émergés, et puis la côte des roselières et des forêts flottantes qui est précédée de ces zélophytes et qui servait de matrice en fait à la progression des forêts flottantes. Toute cette zone a disparu, je veux dire, il ne reste plus que les macrophytes flottants, il n'y a plus de grands zélophytes, disparition presque totale des cirpus, des grands joncs des tonulés, des cirpus lacustris. Même chose pour ce qui concerne toute la zone intermédiaire, des typhas, des prêles et des phragmites. Évidemment, on a maintenant des rives qui sont attaquées par les vagues et une régression régulière depuis 1976 des forêts flottantes et des roselières. L'effet du ragondin est double parce que ce n'est pas simplement le broutage des ragondins en tant que tel, c'est le fait que les plantes ne peuvent plus respirer puisque le sédiment est devenu anoxique. Donc les plantes meurent en fait faute de pouvoir respirer sous l'eau et dans la vase. Alors le changement de végétation, je laisserai Jean-Marc Gillier présenter plus le détail. Bon, on est passé dans les années 80, vous voyez que c'était la châtaigne d'eau, la photo du milieu, qui était la plante dominante avec près de plus de 500 hectares, qui a chuté aujourd'hui à 80 hectares, et remplacée par les nénuphars qui ont pris le dessus et qui ont occupé toutes les zones occupées par les cirpes lacustres à l'époque. On est passé aussi des eaux claires, vous le voyez à gauche, où on voyait jusqu'au fond. Sur l'ensemble du lac, c'était la lumière pénétrait, le disque de Séti allait jusqu'au fond du lac, donc 70 cm à 1,20 m, excepté sur une partie centrale du lac. Aujourd'hui, on est entre 15 et 25 cm avec disparition de tous les macrophytes immergés. Alors le système de fonctionnement, en fait, c'est un cercle vicieux, parce qu'on voit ce qui arrive en hiver par le bassin versant arrive dans le lac, une petite partie simplement des nutriments ressort, on l'a vu. Ça permet aux macrophytes et aux algues de démarrer au printemps. Mais il y a aussi, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que ces nénuphars sont une véritable pompe pour aller chercher le stock notamment de phosphore qui s'est accumulé dans le sédiment, qui représente d'ailleurs, quand bien même on stopperait les arrivées dans le lac, ça représente un siècle de consommation des herbiers flottants. Et comme les nénuphars changent leurs feuilles tous les 13 jours, on a un turnover et donc un relargage des nutriments dans l'eau qui sont directement consommés par les algues et notamment par les cyanobactéries. Et globalement, donc, la productivité de vases simplement due à ces macrophytes flottants, ça représente quand même 90 000 tonnes par an, donc seulement une partie est évacuée. Alors le basculement des cyanobactéries a été spectaculaire parce que vous voyez là simplement sur 4 ans, vous voyez que jusqu'en 2004, les cyanobactéries étaient surtout présentes, essentiellement présentes dans la partie centrale du lac. Elles ne pénétraient pas dans les herbiers de macrophytes flottants. En 2006, on voit que tous les herbiers flottants sont contaminés par les cyanobactéries. On voit sur la photo, là, ce sont des glomérules de cyanobactéries qui viennent en surface. Et puis en 2007, la totalité du lac est concernée par les concentrations de phytotoxines maximales. Retour sur les oiseaux, évidemment. Heureusement qu'ils vont s'alimenter en grande partie ailleurs que sur le lac, puisque la bactérie botulique est omniprésente dans les vases, notamment à proximité des forêts flottantes. Et dès que les conditions deviennent favorables pour l'émission de toxines botuliques, c'est-à-dire l'anoxie des sédiments ou de la couche entre l'eau et les sédiments, on peut avoir des largages de cette toxine qui, je vous le rappelle, est le poison le plus toxique qui existe sur la planète. Il suffit de quelques grammes pour tuer la planète entière. Et donc, il suffit juste de quelques émissions de toxines botuliques pour avoir des effets sur la vie faune. Alors,
En moyenne, on a un bruit de fond de 100 à 800 canards qui sont ramassés tous les ans, notamment pour la réserve naturelle, sans compter ceux qu'on ne peut pas ramasser, qui sont dans les forêts flottantes. Mais on a eu une crise en 95 où pratiquement 95% de la vie-faune a été estimée tuée par le botulisme avec 25 000 oiseaux. Je vous remercie en espérant que les efforts faits sur le bassin versant permettront de retrouver la situation qu'on a trouvée aux Pays-Bas. Vous voyez qu'on est encore dans la situation inverse de l'île Schelsmer et on peut espérer qu'on retrouvera un jour cette situation à Grandlieu. Un petit peu de temps pour une question. Oui. Qui manque en termes de surveillance, c'est toute la partie, travaillant sur les cyanobactéries, mais je mets le point maintenant de plus en plus sur les cyanobactéries benthiques, c'est-à-dire celles qui se développent vraiment à la surface du sédiment et qui sont très pourvues en toxines, notamment en neurotoxines. Et ça, c'est quelque chose dont il faut qu'on prenne conscience, surtout dans des zones où on a une faible hauteur d'eau. Donc voilà, c'était une remarque par rapport à Loïc où il incrimine le castor, les ragondins, parce que dans un autre lac sur lequel je travaille, les gens appellent ça des castors. Mais et c'est vrai que il faut aussi préciser que les cyanobactéries ont cette capacité de produire des substances allélopathiques qui ont un rôle sur le développement des macrophytes aussi. Donc il y a des effets conjugués qui sont aussi importants à prendre en compte. Tout à fait, je suis évidemment d'accord avec toi, Luc, sauf qu'en 20 minutes, on ne peut pas tout dire, donc on va à l'essentiel, on est forcément caricatural, mais tout ça, c'est effectivement, on l'a bien compris, c'est multifactoriel, et d'ailleurs la communication de Menobart van Herden a été exemplaire de ce point de vue-là, tout est lié, et tous les comportements de l'écosystème sont liés. You mentioned that the lake was oligotrophic in the 60s, at the beginning of the 60s. Was it really oligotrophic? It was clear water and dominated by macrophytes, but concerning the nutrient concentration, was it oligotrophic at very low level? Both factors. Je vais parler en français. La concentration en azote et en phosphore était effectivement beaucoup plus faible qu'aujourd'hui. Le lac était clair. Moi, je me baignais dans le lac quand j'étais jeune et je buvais l'eau du lac sans problème. Aujourd'hui, il viendrait à l'idée de personne de boire de l'eau du lac. Et donc, les macrophytes immergés, effectivement, couvraient la totalité du lac sous les macrophytes flottants, mais aussi sur toute la partie d'eau libre centrale, avec des caracées, des naïas, des potamos, des myriophiles. Donc il y avait une quinzaine d'espèces de macrophytes immergés qui en fait assuraient justement la clarté de l'eau et qui ont aujourd'hui pratiquement totalement disparu. Jean-Marc Gillier apportera peut-être des éléments là-dessus. On va prendre une question complémentaire de la salle. On a vu que les nénuphars jouaient un rôle important par rapport à l'augmentation, la dégradation de la qualité des eaux. Je voulais savoir par rapport au compartiment poisson, en matière de chargement à l'hectare, est-ce que ça est un facteur qui peut être à l'origine d'une dégradation, d'une aggravation de la qualité des eaux? Alors, j'ai pas eu le temps de présenter effectivement des données sur les poissons. Il y a eu un basculement aussi de la communauté de poissons, où on a perdu en fait toutes les espèces d'eau claire qui existaient au début du XXe siècle, jusque probablement dans les années 50. On manque de données, évidemment, c'est au dire des pêcheurs, et il y a peu de statistiques de ce point de vue-là. On est très loin de la